Comment un des projets Kickstarter les plus réussis de l'histoire du jeu vidéo peut être aujourd'hui considéré comme un des plus gros flops ever dans le monde des consoles de jeu? Aujourd'hui, on se penche sur le cas de la Ouya, la micro-console Android américaine aux promesses ambitieuses, censée révolutionner le monde du jeu vidéo avec un système open source et des jeux mobiles free-to-play jouables directement sur votre télé. Mais ça a foiré. Le projet Ouya, il a annoncé pour la première fois le 3 juillet 2012. Il sera mis en ligne une semaine plus tard sur la plateforme de financement participatif en ligne Kickstarter. La campagne, elle est pensée et portée par l'américaine Julie Urman, qui n'est pas n'importe qui parce que c'est une ancienne chef de rubrique du gros site de jeux vidéo IGN. Et elle a aussi fondé une start-up de tech qui s'appelle Boxer 8. Elle sera accompagnée d'un autre gars stylé, Mufi Gadiali, qui a notamment participé à créer la Kindle d'Amazon, de Ed Fries, un des concepteurs de la première Xbox, et de Yves Béard, qui est connu pour son travail sur les objets connectés. Et pour soutenir son nouveau projet, Julie, elle va rapidement renommer son entreprise Ouya Inc. pour la dédier complètement au développement de cette nouvelle console. Lorsqu'elle va lancer le projet Ouya sur Kickstarter le 10 juillet 2012, elle va indiquer un palier de financement minimum à 950 000 $. Et surprise, les gens vont être très hypés par ce projet sorti un peu de nulle part honnêtement, puisque ce premier palier sera atteint en même pas 8 heures. Et ça va encore plus loin. Après les 24 premières heures, on recense un donateur en moyenne toutes les 5,59 secondes, et le projet va arriver à un total délirant de 2,5 millions $, ce qui était un record pour Kickstarter à l'époque. Ouya va devenir le deuxième projet de jeu vidéo le plus prospère sur la plateforme, juste derrière Star Citizen, sur lequel on a d'ailleurs fait une vidéo et qui n'a pas eu non plus un futur incroyable. À la base, la campagne Ouya, elle était prévue pour durer un mois, et à la fin de cette période, soit le 10 août 2012, le projet affiche plus de 8,5 millions $ récoltés de la part d'un total de 63 000 participants, soit plus de 900% de la somme demandée initialement, bref, un banger. Ce qui a séduit les gens, c'est la promesse d'une console sous Android qui soit complètement open source, mais en même temps user-friendly et puissante pour l'époque, avec un processeur Nvidia Tegra 3, dont le principal objectif sera de jouer à des jeux mobiles sur sa télé. Et il y a eu toute une communication autour de ça à cette époque-là, d'ailleurs communication qu'on pourrait résumer en ouin, les méchants publishers qui prennent tout l'argent des développeurs de jeux. Nous, on veut redonner le pouvoir aux développeurs et aux gamers avec un arrobase à la place du A. On vous encourage même à hacker notre console, on est vraiment trop cool. Bon, je force un peu, hein. Mais la communication de Julie et ses équipes, elle est vraiment bonne en théorie. Sur la vidéo de présentation de la console, elle annonce tout un tas de trucs qui sont vraiment cool et qui sont pensés comme étant révolutionnaires. La Ouya coûtera seulement 99 $ et permettra de jouer à des jeux free-to-play sur sa télé, mais aussi à tout plein d'autres jeux payants, du jeu indé au AAA, et ces derniers posséderont forcément une démo gratuite sur le store. Julie, elle peut déjà présenter un prototype qui fonctionne, et la console, elle sera d'ailleurs livrée avec un kit de développement pour que les développeurs indés puissent la modder entièrement à leur façon. On pourra même jouer à Minecraft ou regarder Twitch sur sa télé. Pour rappel, on est en 2012, c'était stylé. Bon, petit spoiler, Minecraft n'a jamais vu le jour sur la Ouya, mais bon. Dans la communication, on voit aussi que Julie, elle est trop cool. Si vous l'aviez pas déjà compris, elle joue à des jeux vidéo en écoutant de la dubstep. Ça c'est 2012. Et elle met même ses grosses bottes sur son bureau. La déglingos. Bref, beaucoup de belles promesses pour grosso modo un téléphone branché sur ta télé qui te permet de jouer au Uno ou à Flappy Bird. Ok, c'est peut-être un petit peu réducteur, mais bon, voilà, ça ne soigne pas le cancer non plus. Et puis ce qui a aussi beaucoup aidé le projet à décoller, c'est que des grosses pointures du jeu vidéo se disent intéressées par la Ouya, avec notamment Square Enix et Bandai Namco qui se disent intéressés pour intégrer au store de la Ouya des jeux comme Final Fantasy 3 Remake ou Tekken 3. Ça sera le 12 juillet 2012, et oui, vous avez bien compté, seulement 2 jours après le lancement du projet, qu'un premier article de PC Mag va voir le jour au sujet de la console, et il dresse un portrait pas très glorieux du projet. L'auteur va considérer le projet Ouya et plus globalement tous les projets tech sur Kickstarter comme étant des potentielles arnaques, en s'appuyant sur le fait que tout ce qu'il raconte, c'est en général des grandes promesses intenables, et que les objets finaux ont souvent rien à voir avec les prototypes présentés. Et pas entièrement faux. Mais dans le cas de la Ouya, et contrairement à beaucoup de fails sur Kickstarter, ça a été jusqu'au bout, le produit est vraiment sorti, c'était pas que du vent. Le 28 mars 2013, les participants au Kickstarter commencent à recevoir la fameuse console. Mais les équipes de Julie arrivent pas à suivre le rythme et à livrer tous les participants à temps. Du coup, pour pallier les coûts de production, Julie, elle arrive avec sa société à lever 15 millions $ auprès de 5 sociétés en mai 2013, dont Nvidia, et la Ouya deviendra finalement disponible au grand public le 25 juin 2013. 3 semaines après ce qui avait été annoncé de base, et beaucoup de gens qui avaient participé pourtant au Kickstarter devront attendre cette date avant de la recevoir, si bien qu'elle sera disponible sur Amazon ou chez Best Buy
mail, l'équivalent de Darty en France, avant que les gens qui aient payé la précommande l'aient reçu. Et ça, c'est un peu une foirade dans le monde du financement participatif. À quoi ça sert de précommander un truc si Jean-Michel Amazon arrive à l'avoir avant toi? Et bien entendu, les participants du Kickstarter n'auront jamais ni d'explication ni d'excuses à ce sujet-là. Bref, c'était pas le seul problème parce que quand la console a commencé à livrer, elle a aussi livré avec elle une tonne d'emmerdes. Entre certains joueurs qui recevaient une manette au lieu des 2 promises, des frais de douane de 50 balles imprévus et des colis défoncés, la première livraison de Ouya commence déjà à sentir mauvais. Bon, en soi, s'il y avait que la livraison qui avait merdé, ok, c'est une start-up, ça arrive tout le temps, tant que la qualité de la console était au rendez-vous. Ça va vous? Malheureusement, c'est à ce moment-là que le projet va complètement dégringoler. Comme quoi, il avait peut-être pas tort le frérot de PC Mag là. Bon, déjà, soyons pas salauds, commençons par le positif. Déjà, bonne nouvelle, les gens apprécient le design de cette petite console cubique. Elle est compacte, jolie, assez lourde et elle semble assez qualitative. On a fait le tour des points positifs. Bisous. Non mais si tu veux, quand tu vois que sur les sites spécialisés à ce moment-là, les points positifs qui sont cités, c'est le potentiel de l'objet et ses futures mises à jour, ça pue. Et vous êtes pas prêt pour la suite, c'est bien simple, il y a rien qui va. Déjà, Julie et ses équipes ont trouvé ça malin de mettre le ventilo sous la console, et si la Ouya ne chauffe pas énormément, ça va quand même la rendre hyper bruyante. Parmi les autres points noirs de cette console révolutionnaire, on va aussi noter une connexion Wi-Fi et Bluetooth qui est flinguée au sol, un catalogue de jeux vraiment minuscule, et une interface graphique vraiment pas très belle et mal conçue qui montre même pas le prix des jeux. Mais la vraie grosse catastrophe du projet, c'est la manette qui vient avec. Et absolument tout le monde va être d'accord, la manette est cheapos du cul. Les boutons restent coincés quand on appuie dessus, la prise en main est pas du tout ergonomique, les gâchettes arrière sont en plastique dégueulasse et la manette a des gros problèmes de latence qui peuvent aller jusqu'à 1,5 seconde de décalage. Et le truc qui me fait le plus marrer, je crois, c'est que bon, la manette est sans fil, ok? Et du coup, elle fonctionne sur pile. Pourquoi pas? Sauf que ces génies, ils ont eu la brillante idée de foutre les piles sous la face avant du bordel. Vraiment en dessous des boutons retenus par une vieille languette. Et du coup, si tu veux changer les piles, il faut désosser la manette. C'est une opération d'ingénieur, c'est du génie. Et pourtant, ça peut paraître super con, mais c'est hyper important d'avoir une bonne manette parce que dans l'image des joueurs et dans la communication, c'est cet objet-là qui porte l'image de marque de la console et qui va la symboliser. Je veux dire, on se souvient tous de la Wii, pas forcément à cause du rectangle blanc à la con, mais plus parce qu'il y avait la Wiimote. D'ailleurs, moi, ma manette, elle est rouge et elle s'appelle s'abonner. C'est le bouton s'abonner qui est en dessous de la vidéo. Appuie dessus maintenant. Autre souci, est-ce que vous vous souvenez de l'argument principal de Julie pour donner envie aux gens d'acheter la Ouya, la fameuse gratuité du catalogue de jeux? Parce que oui, même si tu voulais déglinguer des petites démos gratuites et des free-to-play, t'étais obligé de mettre tes numéros de carte bleue dès le lancement de la console qui vient juste de te coûter 100 balles et qui est gérée par une boîte inconnue au bataillon. On peut quand même applaudir l'argument du tester avant d'acheter qui les a poussés à faire système de démo, mais ça peut marcher quand ton catalogue est bon. Et au moment de la sortie de la Ouya, l'offre elle est désastreuse. Hormis le très apprécié Towerfall Ascension conçu par Maddie Thorson, la future créatrice de Céleste, la console a quasiment aucune exclusivité forte. Et en ce qui concerne les 200 titres proposés au total sur la console, la plupart sont déjà disponibles sur Android et iOS. Et le pire, c'est que même si la console a été pensée pour la télévision, ces jeux-là, ils sont en général plus beaux sur mobile, voire même parfois plus fluides. Et en même temps, c'est normal. Quand on sait que la Ouya affiche seulement 1 Go de RAM et 8 Go de stockage, enfin en vrai 6 une fois que t'enlèves le système de la Ouya qui est installé dessus, et qu'à la même époque, l'iPhone 5S est sur le point de sortir, et qu'il arrive avec aussi 1 Go de RAM certes, mais déjà mieux optimisé, mais surtout 64 Go de stockage. La console se veut user-friendly, mais l'interface ne vous laisse pas trier vos jeux, et certains vont refuser carrément d'être installés sur un périphérique externe pour faire de la place, genre une clé USB. En comprenant que le catalogue déçoit les joueurs, Julie elle va promettre de l'étoffer au fil des prochains mois, et elle annonce un nouveau programme, Free the Game, en juillet 2013. Alors, Free the Game, c'est quoi? Pour attirer un max d'exclus sur le store de la Ouya, Julie elle décide de puiser dans ses fonds, comprendre les fonds des gens sur Kickstarter, et mettre en place une opération donnant-donnant. Un développeur va proposer son idée de jeu sur Kickstarter, et si son budget dépasse les 50 000 $, alors la somme obtenue se verra doublée par Ouya. Julie précise que l'enveloppe maximale par projet sera de 250 000 $, et en cas de réussite sur Kickstarter, les gérants de projets qui auront marché auront qu'à signer une exclusivité de 6 mois avec Ouya, exclusivité pendant laquelle ils n'auront pas le droit de mettre leur jeu sur le Play Store et l'App Store. En soi, c'est un deal plutôt cool et pas con du tout, mais ça a pas fait long feu, et la réputation de la Ouya se verra encore plus affaiblie quand on va entendre parler de différents scandales liés aux abus
prévisible autour de certains projets Free the Game, parce qu'évidemment des gens vont essayer de dérober de l'argent à Julie, notamment en mentant sur des financements obtenus qui n'existaient pas, en mettant en ligne des faux projets de jeux sur Kickstarter venant de gens dont le nom n'existe nulle part, sous des fausses identités, etc. Et les prochaines années vont malheureusement pas être très ensoleillées pour cette petite Ouya. En 2014, la marque propose une version améliorée de la console, notamment en augmentant l'espace de stockage interne, en améliorant la connexion Wi-Fi et en corrigeant un tout petit peu sa manette dégueulasse. Sauf que malheureusement, c'est à ce moment-là que Moufi Gadiali, le cofondateur de la marque avec Julie et quelqu'un de très important pour le projet, va décider de quitter le navire et de se barrer définitivement du projet. Bon, vous avez vu suffisamment de mes vidéos à ce moment-là pour vous douter que ça veut dire que le truc va concrètement crever dans les prochains mois. En mars 2014, juste un an après la livraison des premières consoles, Ouya abandonne l'obligation pour les développeurs de jeux payants de mettre en place une démo gratuite sur leur store pour essayer de faciliter les démarches d'entrée sur Ouya. Malheureusement, ça va pas suffire. Et pour essayer de survivre malgré la mauvaise réputation qui est maintenant établie de la Ouya, Julie va annoncer une Ouya 2 plus puissante, avec cette fois-ci la puce Tegra 4 de chez Nvidia. Mais les fonds de l'entreprise commencent à manquer, et donc Julie contemple l'idée de relancer une seconde campagne Kickstarter, idée moyenne, mais en constatant qu'elle pourra pas rivaliser avec le hardware de merde, disons-le, de la Ouya si jamais il y avait une bataille technologique entre elle et des consoles plus établies, elle va finalement annoncer carrément autre chose, un truc qui s'appelle Ouya Everywhere, un système qui permettrait de rendre le store Ouya et les jeux accessibles depuis d'autres devices, comme par exemple des Smart TV et des consoles Android. Ce qui va définitivement tuer la Ouya, c'est qu'elle a jamais trop réussi à se démarquer dans le monde des consoles de jeux et qu'à cette époque-là, elle va faire face à un nouveau concurrent qui va tout exploser sur son passage, les tablettes. Parce qu'évidemment, il y a de plus en plus de foyers qui vont s'équiper de tablettes et les développeurs, ils n'ont aucun intérêt de se priver d'un marché pareil en étant bloqués sur Ouya au lieu d'être sur le Play Store d'Android ou l'App Store d'iOS. La console va commencer à tomber dans l'oubli, mais c'est sans compter sur la résistance incroyable de Julie et son énergie pour trouver des nouveaux investisseurs et tenter de faire survivre son bébé. En 2015, retournement de situation nucléaire parce qu'elle va obtenir un nouveau soutien financier et pas n'importe lequel, celui du géant chinois du e-commerce Alibaba qui va financer Ouya à hauteur de 10 millions de dollars. On a une période très particulière où la Chine commence à assouplir un peu sa politique au regard des consoles de jeux et même si la Chine fait toujours de la très grosse censure sur les produits culturels, elle veut avoir sa place dans ce marché-là. Et en plus, la Ouya, elle a le double avantage d'être pas chère, donc assez facile à acheter pour la classe moyenne chinoise. À ce moment-là, on pourrait se dire que le projet est sauvé, alors pourquoi est-ce qu'on n'en entend plus du tout parler? Et bien tout simplement parce que à peine 3 mois plus tard, Julie avait déjà cramé les 10 millions, ce qui traduit une très mauvaise gestion d'entreprise et de capital, évidemment. Bon, en juillet 2015, sûrement lassée d'aller de fail en fail, Julie Urman, elle va abandonner elle-même le navire Ouya et elle va confirmer à ce moment-là une rumeur qui faisait écho depuis déjà plusieurs mois, à savoir le rachat de Ouya, et encore une fois pas par n'importe qui, par le constructeur de matériel gamer Razer. Ce rachat, il est effectif le 27 juillet 2015 et son but, c'est pas du tout de sauver la console, mais au contraire de fusionner le catalogue de jeux Ouya à la Forge TV de Razer, qui était un produit concurrent, et de récupérer les 200 000 utilisateurs du service qui restaient encore. À cette période-là, du coup, le petit cube en plastique disparaît, rip à lui, et on pourrait se dire que ça allait mieux, mais toujours pas, parce que pas de bol, la Forge TV n'était pas non plus un super succès commercial, et toute l'aventure Ouya X Forge TV, ça a duré genre 5 minutes, parce qu'en 2015, le grand public ne trouve toujours pas vraiment d'intérêt d'avoir une console Android sous sa télé, surtout quand, encore une fois, les tablettes existent et commencent à dominer ce marché-là. Ça sera 4 ans après, le 25 juin 2019, que Razer va annoncer l'arrêt définitif des serveurs Ouya, la suppression de la totalité des comptes utilisateurs, et avec ça, la totalité des achats faits sur le store. Au final, seuls les jeux qui auront été téléchargés avant la date d'arrêt du service pourront continuer à être jouables, et encore, cette info, elle est pas très claire de la part de Razer. J'espère pour vous que vous n'avez pas claqué votre PEL dans Ouya il y a 10 ans, et si vous aimez ce genre de sujet, allez voir ma vidéo sur Star Citizen.